Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les variables et la nomenclature en Golang. Donc nous allons voir les différents types de variables principales, sans rentrer forcément dans les détails, et nous allons voir comment les déclarer et la nomenclature en Golang, c'est-à-dire tout ce qui est syntaxique et le camel case, c'est-à-dire une façon d'appeler ces variables pour qu'elles aient du sens et qu'elles soient lisibles. Donc aujourd'hui nous allons voir donc les variables int, string et boot, donc les variables classiques, si je puis dire. Ensuite nous allons voir les variables list, puis byte, et enfin run, qui est spécifique au Golang. Donc ensuite nous verrons donc le nom donné aux variables et comment faire des commentaires et pourquoi faire des commentaires. Donc tout d'abord, voici une variable int. Alors donc on utilise var pour dire que elle peut évoluer, donc on peut la modifier, par exemple ici on la modifie juste après. Donc var, puis le nom de la variable que vous voulez créer, et ensuite son type. Donc le type là c'est int. Donc int c'est un type donc, qui est pour tout ce qui est chiffres, calculs, et il permet donc de faire des calculs mathématiques tout simplement. Par exemple là, si je run, ça m'affiche 1. Parce que ici je déclare ma variable, ici je lui donne 1 et je l'affiche. Et par exemple, si je fais 1 plus 3, ici ça va me faire 4. Jusque là, on se suit. Et par exemple, là si je mets des parenthèses et que je me le multiplie par 2, ça va me donner 8. Jusque là, tout va bien, ce sont des chiffres classiques. Donc on peut passer à la variable suivante. Ensuite, nous avons les variables de type string. Alors, les variables de type string, c'est tout ce qui est des variables de type texte. Bien sûr, on peut utiliser certains chiffres en type string, pardon. Par exemple, ici, donc, on introduit notre variable texte, donc, qui est vide par défaut. Ensuite, on lui associe hello world. Donc là, si je lance ma fonction, ça va. Donc là, si je lance ma fonction, ça va afficher hello world, comme ceci. Et à la différence d'un type int, par exemple, là, si j'écris 9, donc ça va m'afficher 9. Jusque là, ça va. Mais par exemple, si je fais 9 x 3, donc vous voyez qu'il y a une erreur. Parce qu'on ne peut pas faire d'opération sur un type string. C'est juste... On ne peut pas faire d'opération sur un type string. A contrario, on peut faire 9 plus 9. Donc là, qu'est-ce que ça va nous afficher? Ça va pas nous afficher 18, ça va nous afficher 99. Parce que il faut voir ça non plus comme des chiffres, mais comme des chaînes de caractères. On en incrémente une dans l'autre en l'ajoutant. Et on l'affiche. Voici pour la type string. Ensuite, nous allons passer à la type bool. Alors, la type bool. La type bool, c'est un type assez particulier, puisqu'on l'utilise assez rarement quand on est débutant. C'est une valeur qui ne peut prendre que deux attributs, soit false, soit true. Donc là, on la déclare, on lui donne la valeur true. Alors, true et false, on les écrit toujours en minuscules, qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc là, si je l'affiche, ça me donne true. Hop. False. Donc c'est basiquement une fonction qui dit si oui ou non quelque chose. Donc, ça sera souvent utilisé pour soit renvoyer une indication à l'intérieur de la console quand on veut faire un test, soit dans une condition à l'intérieur même du code. Voici. Donc les variables suivantes sont un petit peu plus complexes,
même si elles sont assez basiques, mais c'est plus leur écriture qui est complexe. Donc on va commencer tout d'abord par les listes. Alors, une liste, qu'est-ce? Alors une liste, vous avez remarqué qu'on peut le déclarer sans faire var et déclarer le type de fonction, enfin le type de la variable. On peut la déclarer en faisant 2 points égales, mais c'est pas toujours très utile. Ça se fait plus vite, mais c'est pas toujours le meilleur. Donc je vais déclarer ma liste. Donc liste. Et donc, hop, je vais faire une liste de type int. Voici. Alors les listes, je laisserai un de mes camarades vous en parler plus longuement dans une prochaine vidéo, je vais passer rapidement dessus, on va voir les bases. Donc une liste, c'est une variable qui prend plusieurs variables en son sein. Par exemple, là, nous avons la liste, et si je veux ajouter quelque chose à la liste, du coup je fais liste est égal append, ouvrez la parenthèse, liste, parce que je veux lui faire apprendre ce que je veux lui faire apprendre. Donc par exemple là c'est une liste de type int, donc on ne peut rentrer que des chiffres à l'intérieur. Là je vais mettre 9. Et donc en fait il va prendre l'ancienne liste et il va mettre 9 avec, et du coup il va la rajouter. Donc là, si on fait fmt.print ln de liste, on va pouvoir voir qu'il n'y a que 9 à l'intérieur. Voilà, donc il n'y a que 9 à l'intérieur. Et quand elles s'affichent, les listes dans votre console, elles s'affichent entre crochets. Donc ça faut le savoir. Donc ça c'est le moyen pour faire apprendre une valeur à une liste, mais on peut aussi créer des listes qui ne peuvent pas grandir. Par exemple, ici je vais faire une liste de longueur 5. Donc déjà je ne peux pas utiliser append quand je fais une liste de longueur 5. Pourquoi je ne peux pas utiliser append? Parce que quand là je déclare ma liste, en fait, elle est déjà remplie. Elle est remplie avec des zéros. Donc si je fais append, je casse la barrière de 5 et elle ne marche plus. Voici. Donc là par exemple, je vais vous montrer ce qu'il y a dans la liste. Donc par exemple, on va revenir sur une liste qui peut être modifiée. Donc, ici, .append 9. Et on va modifier la liste. Donc la liste on va faire 9, 8, 7, 6, 5. Donc là par exemple, je vais utiliser 2 points, virgule, 2 points égal. Parce que ça ne marche pas avec var. Donc là si j'affiche la liste, bien sûr, ça va m'afficher donc 9, 8, 7, 6, 5. Et un concept qu'il y a dans les listes, c'est les index. Alors qu'est-ce qu'un index? Un index, c'est la position d'une valeur dans la liste. Alors, par exemple, voilà la liste. Donc 9, 8, 7, 6 et 5. Donc l'index, le premier index d'une liste, c'est toujours 0. C'est toujours 0, c'est une convention en code, peu importe dans le langage dont vous codez, c'est toujours 0. Donc ça fait 0, 1, 2, 3. Et donc par exemple, si je veux récupérer ma valeur qui a la position 1, et qui du coup a pour index 0, du coup je fais fmt.print ln, toujours pour passer à la ligne, pour avoir quelque chose de propre. Et là, je vais faire liste, et pour aller chercher ma valeur à l'intérieur, je vais ouvrir mes crochets, là je vais mettre 0. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? En fait, ça va pas m'afficher ma liste, mais ça va m'afficher la valeur qui a la position 0 de ma liste. Là, si je fais ça, ça va m'afficher ma liste, puis ça va m'afficher 9. Voilà. Donc vous remarquerez aussi que 9 n'est plus dans une liste. Là, 9, je peux l'extraire, et ça sera une valeur en chiffres. Bien sûr, on peut faire la même chose avec des strings. Là par contre, il faut mettre des quotes.
sinon il ne va pas marcher. Donc là, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer exactement la même chose. C'est juste que ce n'est pas le même type de valeur, donc on va pas pouvoir travailler pareil avec. Donc voici, donc bien sûr les listes marchent avec les valeurs booles également. Par exemple, si on fait une liste avec true, false, ça marche tout à fait. Voici. Donc maintenant on va passer à une variable qui est étrange, enfin qui est très liée aux listes et très liée aux strings. Donc en fait c'est comment est-ce qu'on va pouvoir modifier un string. Par exemple, je prends mon texte. Je prends ma valeur texte. Mon texte, je vais lui dire tu es Hello World. Et bah par exemple je veux modifier le 0 de world. Comment je fais? À première vue, on peut pas, parce que Hello World c'est une variable texte qu'on peut pas modifier. Elle est tout ensemble ou alors elle est pas là. Et donc à ce moment-là, je vais transformer mon texte en liste, une liste de bytes. Donc pour cela, je vais faire ma liste de bytes, deux points égal, on ouvre ceci, parce qu'on ouvre ceci parce qu'on sait pas, on lui donne pas de valeur définie. On ne peut pas, enfin, si on veut faire un algorithme qui puisse s'adapter à tout, on va pas lui donner une valeur finie, parce que là on pourrait très bien compter le nombre de caractères qu'il y a dans la liste, mais elle pourrait pas marcher avec une liste plus grande, et elle marcherait pas avec une liste plus petite non plus. Donc là on va mettre byte, là on ouvre une parenthèse, et là on met notre texte à l'intérieur. Voici. Et donc là par exemple, je vais afficher donc le texte, et ensuite je vais afficher la liste. Donc vous allez voir ce que ça va faire. Donc tout d'abord ça va m'afficher le texte normalement, et après ça va m'afficher des valeurs qui ne sont pas le texte. Quand on fait la transposition en bytes, en fait, nos valeurs vont se transformer en leur équivalent dans la table ASCII. Alors la table ASCII, qu'est-ce que c'est? Je laisserai un de mes collègues expliquer ça en profondeur plus tard. La table ASCII, c'est un ensemble de caractères qui est utilisé par une grande majorité, ce qu'il est en UTF-8. On a l'alphabet latin, on a donc les chiffres qui sont universels, on a certains caractères spéciaux, par exemple le point d'exclamation, tout ça, et donc on a les lettres majuscules, minuscules, les espaces, les retours à la ligne, on a beaucoup de choses. Et donc là, on a ça. Donc, si on veut remodifier ça, et leur passer sous forme de texte, donc on va faire texte post changement est égal string. Donc on utilise la fonction string cette fois pour le retransformer en string. Donc liste de bits. Et donc si là je fais fmt.println texte post changement, ça va me remettre hello world. Voilà. Donc là on peut se demander c'est quoi l'intérêt de faire ça. Là on peut juste transformer des caractères en ASCII et après les retransformer normalement. Mais par exemple, donc là on va modifier donc le 0 de world. Donc là on va chercher son index, donc souvent on va l'automatiser, on va pas le faire à la main si on veut modifier quelque chose dans une liste. Donc là l'index donc c'est 0, donc 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6 et 7. Donc le 0 il est à l'index 7. Donc là on va prendre notre liste de bytes. Donc à l'index 7, donc on va modifier que celui-là. Donc on va dire qu'il est égal à A. Mais là on voit bien que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que A c'est une valeur string et on va la faire rentrer dans une liste de bytes. Donc c'est incompatible. Et donc si on veut modifier la valeur A, donc on a un choix somme toute très simple. On va aller chercher dans la table ASCII. Donc dans la plupart des terminaux vous avez la table ASCII. Donc vous tapez man ASCII et vous avez donc la table. Donc la valeur de A ici on regarde à droite. La valeur de A c'est 70 et c'est 97 pardon. Hop, donc on descend ici. Ici on va mettre 97. Donc là, si je quitte la table ASCII et que je lance mon programme, nous allons retrouver Hello World. Ça ne veut pas dire grand chose, mais on a pu la modifier tout en gardant le reste, tout en passant par les bytes. Donc voilà l'utilité des bytes. Et enfin, nous allons terminer par le plus compliqué, je pense. Même si vous connaissez le code et que vous avez déjà codé dans d'autres langages de programmation, c'est une variable qui est unique à Golang pour l'instant. Donc ce sont les runes. Donc on va initier une rune. Donc une rune, quand ça s'écrit la syntaxe, c'est toujours entre deux cotes, mais toutes seules. Par exemple, rune de A. Et en fait, une rune, c'est une variable qui ne peut contenir qu'un caractère de la table ASCII. Par exemple, là, ma rune est égale à A. Si je print ma rune, println rune, je vais tomber sur 97. En effet, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, A minuscule c'est 97 dans la table ASCII. Mais par exemple, si je veux retrouver A, j'ai juste à transformer ma rune en un string, en l'utilisant string. Voici. Et donc dans la table ASCII, vous avez énormément de caractères qui peuvent vous être utiles. Donc les runes servent à justement changer les caractères, et ça peut même servir par moment, en combinaison avec les bytes, à changer certains caractères de certaines strings. Mais il n'y a pas que des A, par exemple si je mets ici, on peut enlever les quotes si on connaît déjà les valeurs. Donc si je mets 48 ici, donc là on voit qu'il y a un problème parce que 48 ce n'est pas un string, donc ça va bugger si on veut essayer de le transformer en string. 48 c'est un int, donc 48 quand je vais l'afficher là ça va me faire 48. Pourquoi? Parce que quand je vais vouloir travailler avec des valeurs qui sont numériques avec des runes, on va toujours devoir prendre en compte que le 0 commence à 48. Du coup, par exemple, si je veux afficher 2, donc si j'affiche 2, j'affiche 2, mais je veux afficher 2, je peux pas afficher 50. Là, si je l'affiche, ça affiche 50. Donc si vous voulez travailler ou si vous voulez afficher des valeurs numériques, vous devez toujours faire moins 48. Comme les valeurs numériques commencent à 48, si vous faites moins 48, vous tomberez toujours sur la valeur que vous souhaitez. Donc voici pour les runes et voici pour les listes. On développera sur les listes plus tard parce que mon coéquipier développera les listes de listes, donc une liste à l'intérieur d'une autre liste, et il développera d'autres choses comme l'utilisation des listes. Et donc il nous reste donc donner un sens à ces variables. Donc ça c'est très important. Par exemple, tout à l'heure vous avez pu voir que je mettais toujours, quand
une de mes variables a plusieurs mots. Par exemple, là, si je veux écrire first character, je vais pas écrire first character. Je vais mettre un C majuscule. Alors c'est ce qu'on appelle du camel case. Donc c'est une méthode d'écriture, ça varie selon les langages de programmation, mais en gros c'est du camel case. C'est-à-dire que à chaque fin de mot dans une variable, au début de l'autre mot, on met une lettre en majuscule. Ça nous permet de lire beaucoup plus proprement. Par exemple là, si je mets ça, on sait pas ce que je veux dire. Là, on le sait parce que vous l'avez vu, mais là c'est pas très lisible. Alors que déjà, si je mets mon C en majuscule, il est bien plus lisible. Donc ça c'est une règle d'écriture. Et par exemple, vous pouvez mettre des commentaires. Alors les commentaires c'est très pratique. D'abord parce que si vous avez une partie de votre code que vous voulez qui ne s'exécute pas, vous pouvez mettre 2 slash devant et il ne s'exécutera pas. Mais par exemple, ici, donc c'est un commentaire que vous avez sous les yeux depuis le début. Et un commentaire, ça sert à vous repérer. Donc c'est vraiment pas pour vous embêter, parce que les commentaires, c'est très pratique. Par exemple, sur l'un de mes derniers codes, j'étais obligé de mettre des commentaires, sinon je me perdais dans ma fonction, tellement elle était grande. Et en commentaire, vous pouvez mettre ce que fait une fonction, ce qu'elle renvoie, vous mettez tout ce qui peut vous être utile, parce que dès que vous lâchez votre code et que vous y revenez, ce seront eux qui vous aideront. Donc voici pour tout. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, même si c'est une brève introduction. Bonne journée, au revoir.